Chers auditeurs, vous vous souviendrez que votre enquêteur vous avait promis de faire un dossier croustillant sur les cartels de la drogue qui sévissent en Côte d'Ivoire depuis l'avènement du régime d'Alassane Ouattara au pouvoir. Et pour cause, l'un des barons du régime était impliqué dans ce trafic jusqu'aux oreilles et en était devenu le parrain. C'est le regretté Ahmed Bakayoko. Chris Yapi avait mis en berne son enquête pour ne pas tirer sur un mort. Maintenant que la DEA a mis la pression sur le pouvoir dictatorial de l'octogénaire supermenteur pour le démantèlement du dit cartel, le temps semble opportun pour apporter notre contribution afin de mettre hors d'état de nuire ces marchands de la mort. Dans cette série consacrée au grand cartel dont Abidjan est devenu la plaque tournante en Afrique de l'Ouest, je vous propose en entrée en matière les enquêtes de Vice Media qui avaient mis le pied dans le plat au moment où Alassane Ouattara faisait semblant de ne rien voir. Suivez plutôt ces enquêtes pour vous faire une idée de ce que disait la presse internationale sur cet odieux trafic de drogue. Chris Yapi ne ment pas. Drogue. Comment votre consommation de coke fout la merde en Afrique de l'Ouest? Première partie. Si vous aimez sniffer et que vous comptez bien y aller de plus belle avec le déconfinement, voici un petit retour à la réalité pour vous. La trace coke que vous appréciez tant ne fait pas seulement des ravages dans votre nez, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Vice est parti en mission à Abidjan, ville portuaire et capitale économique de la Côte d'Ivoire, mais aussi haut lieu stratégique du trafic de cocaïne. Corona ou pas, des navires chargés de cocaïne continuent d'arriver dans les ports de Rotterdam et d'Anvers. Ces dernières semaines, des quantités records ont été interceptées à l'aéroport de Zaventem. En mars, 1133 tonnes de cocaïne ont été découvertes en Belgique. À l'étranger, 1368 tonnes supplémentaires ont été interceptées en destination de notre pays. Car un cartel de la drogue, ce n'est pas toujours une affaire qui roule. Fin mars, le chef de la mafia, Rocco Mollet, 25 ans, s'est fait coincer lorsque la brigade des stupes italiennes a trouvé une demi-tonne de cocaïne à Reggio de Calabre en campagne. Une partie était cachée dans des granges et une autre était enterrée à 1 mètre sous terre. Le clan Mollet est l'une des branches les plus puissantes de la 'Ndrangheta, de la mafia calabraise et l'une des organisations criminelles les plus élaborées du monde. Mais alors que presque toute l'Italie était immobilisée à cause de la pandémie, la 'Ndrangheta ne savait plus comment répandre la cocaïne à travers l'Europe et des erreurs ont été commises. On a suivi la piste de la 'Ndrangheta jusqu'au port de transit d'Abidjan, maillon indispensable du réseau de la mafia italienne. Cette première partie de la série en 5 épisodes commence donc à la fin de la mission. Au milieu de l'année dernière, d'importants dirigeants de la mafia italienne ont été capturés dans la capitale ivoirienne. Les policiers français qui ont organisé la rencontre avec nous souhaitent nous voir sur la plage du village de pêcheurs abandonné d'Aswandé, à 1 heure de route d'Abidjan. Aswandé a un air de village fantôme. D'un côté du village, il y a l'océan bruyant et de l'autre, la lagune calme. Quand la première guerre civile a éclaté en 2002, le plus grand club med d'Afrique de l'Ouest a dû fermer ses portes, comme presque tous les hôtels d'ailleurs. Certains villageois continuent d'espérer le retour des touristes et 18 ans plus tard, se lèvent encore tous les matins dans l'espoir de voir débarquer un bateau plein de touristes blanches. Entre-temps, les vieux hôtels s'enfoncent dans le sable et la bande de terre entre la mer et la lagune s'affine chaque année à cause de l'augmentation du niveau de la mer. On séjourne dans le village à côté de la route côtière qui, ironiquement, s'appelle Aswandé Mafia. On attend la dernière et probablement plus importante interview de notre projet. L'agent de police français ne cesse de changer la date, l'heure et le lieu de la rencontre, peut-être par mesure de sécurité. Entre-temps, on n'arrête pas de se faire emmerder par un vendeur de statuettes africaines trop insistant du nom de Yaya. Plus tard, il s'avérera qu'il est accro au crack. On passe nos soirées sur le site de construction qui appartient à Awad, le fils d'un millionnaire libanais d'Abidjan qui rêve d'ouvrir un hôtel. Le chantier sert désormais à la colonie d'artistes Rastafari. D'une manière ou d'une autre, les conversations finissent toujours par tourner autour de la cocaïne sans même qu'on les y pousse. Un matin, elle s'échouait sur la côte. On s'est littéralement fait submerger, dit Babacar,
un grand Rastafari qui supervise le chantier. Un bateau d'Amérique du Sud se faisait poursuivre par un bateau de police et le capitaine n'a rien trouvé de mieux à faire que de jeter toute la marchandise par-dessus bord. On trouvait des sacs en plastique remplis de coke sur toute la côte de l'Afrique de l'Ouest. Encore aujourd'hui, ça arrive. Plusieurs personnes du village ont confirmé l'histoire de Babacar, mais personne ne parvient à mettre une date dessus. Il se peut qu'il s'agisse des 6 tonnes qui ont été jetées dans l'océan par un bateau bédisien devant la côte marocaine en 1997. Il est fort possible qu'il s'agisse d'un de ces incidents non signalés. Encore en octobre et novembre de l'année dernière, 763 kilos de cocaïne se sont échoués sur les côtes atlantiques de la France. La grande différence, c'est que la France n'est pas frappée par la même pauvreté, le même chômage vertigineux, les mêmes violences, le même gouvernement corrompu, sans parler de la police. La mafia colombienne a réussi à faire de la Côte d'Ivoire un État défaillant, un maillon indispensable du commerce international de la cocaïne. La coke, à destination d'Anvers, de Naples ou de Rotterdam, fait souvent escale à Dakar, Lagos ou Abidjan d'abord. Dans le monde de la lutte internationale contre la criminalité, cette route est appelée Highway 10, référence à la 10e latitude, et c'est la route la plus courte de l'Amérique du Sud à l'Afrique de l'Ouest. Pendant des siècles, des millions d'esclaves ont été amenés en Amérique par cette route. Maintenant, ce sont des dizaines de tonnes de cocaïne qui partent dans la direction opposée chaque année. La Ndrangheta, entre autres, s'occupe ensuite d'assurer le transport d'Abidjan vers l'Italie et la Belgique. C'est justement le sujet de cette dernière interview sur la plage d'Aswandé. En septembre 2018, 1,2 tonnes de cocaïne d'une valeur marchande de 250 millions d'euros a été interceptée dans le port de Santos au Brésil à destination d'Abidjan. La drogue était cachée dans des machines de construction lourdes. Le transport était organisé par la Ndrangheta et la Camorra napolitaine. On doit donc y rencontrer Sylvain Koué, l'agent qui avait arrêté en pleine nuit 18 suspects de cette opération quelques semaines avant cet entretien. Le rendez-vous a déjà changé plusieurs fois d'heure et de date, mais le dernier jour de notre séjour, on reçoit le message de confirmation. Dans un bar sous un grand voile foncé, près de là où les pêcheurs mettent les bateaux à l'eau, il n'y aura pas un, mais 3 agents de police. Couvert d'une casquette rouge, Sylvain Koué est un cinquantenaire du genre bavard. Il commande des expressos pour tout le monde, s'allume une cigarette et commence à raconter. J'avais reçu l'info de la police brésilienne qu'il y avait 1,2 tonnes en route pour Abidjan, dit-il à propos de l'opération. J'avais reçu l'adresse du dépôt où les engins de construction allaient arriver et être démantelés. En même temps, j'avais reçu l'info de la police italienne qu'un membre de la Ndrangheta venait d'être envoyé ici. On l'a suivi dès son arrivée et il s'est dirigé directement vers le dépôt de démantèlement au port. Là, 1,2 tonnes allait y être sortie des engins, emballés et envoyés dans des conteneurs vers l'Italie. Les propriétaires du dépôt n'appartenaient pas à la Ndrangheta, mais à la Camorra, la mafia napolitaine. Ils tenaient également la pizzeria Regina Margherita, au centre d'Abidjan. Tout se passait autour de ce restaurant et comme j'avais besoin d'un nom pour l'opération, je l'ai baptisé The Spaghetti Connection. Je pensais que ça ferait rire tout le monde. Pizza Connection, French Connection, Italia Connection, ils avaient tous été utilisés auparavant. Ce n'était certes pas un restaurant de spaghettis, mais bon. Les agents des brigades de stupéfiants de France, Brésil, Nigeria, Burkina Faso, Togo, Bénin et Ghana se sont rassemblés à Abidjan sous couvert d'une police maritime. Le Guardia di Finanza des Génois, la direction centrale de stupéfiants de Rome et la police de Reggio Calabria formaient la délégation italienne. Le 6 juin, les forces de l'ordre sont entrées en action. Nous avions 18 équipes pour un nombre égal de cibles, raconte Sylvain. Il était 6 heures du matin et on les a toutes sorties du lit et placées sous arrestation. Tout le monde se trouvait à Abidjan, à l'exception d'un Italien qu'on a arrêté à la frontière du Libéria. Dans les domiciles des suspects, on a trouvé des Uzi, des armes automatiques, 100 000 $ en cash, des voitures de luxe et un nombre impressionnant de montres de luxe. L'attirail classique du bon mafioso, quoi, commente Sylvain. Des 18 suspects, seulement 5 pouvaient être retenus grâce aux preuves suffisantes.
Il s'agit de 4 Italiens et d'une Ivoirienne. Sylvain précise qu'il a reçu carte blanche et la totale confiance des autorités ivoiriennes dès le début de l'enquête. Pourquoi? En mars 2016, des tireurs avaient ouvert le feu sur les baigneurs de la station touristique de Grand Bassam. 19 personnes avaient perdu la vie et Al-Qaïda avait revendiqué l'attaque. Cette même année, 8 tonnes de cocaïne destinées à Abidjan ont été interceptées à la frontière entre la Bolivie et l'Argentine. Ça a donné de quoi réfléchir au gouvernement. Il fallait prendre tout ça au sérieux, dit Sylvain. 8 tonnes est une quantité gigantesque. Ça fait 30 ans que j'évolue dans ce milieu et je n'ai toujours pas la moindre idée de comment il est possible de distribuer de telles quantités ni de les dissimuler. Que se passe-t-il avec tous ces bénéfices? Servent-ils au financement d'activités terroristes? C'est pour cela qu'on a pu compter sur le soutien des autorités ivoiriennes. On veut bien le croire, mais le policier français évite la question clé. Qui protège la mafia en Afrique? On l'a découvert à Abidjan et c'est l'objet de la suite de cette enquête. Pour des raisons de confidentialité, les noms utilisés sont fictifs. Cet article a été publié sur VisFRBE. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.